Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vous ai proposée sur Instagram, qui est un book haul des derniers mois, des dernières semaines. Petit disclaimer, je ne veux pas prôner la société de consommation ou quoi que ce soit. Tous les livres que je vais vous présenter, il me semble, viennent d'occasion, par internet, des bouquineries. Et c'est ce que je vous incite à faire. Personnellement, j'habite à Lille, donc j'ai un Oxfam à côté de chez moi. Il y a la bouquinerie des Flandres aussi si vous êtes dans le Nord. Il y a Emmaüs évidemment. Quoi qu'il en soit, il y a plein de solutions pour acheter ces livres d'occasion. Même beaucoup d'autres affaires, que ça soit les livres, que ça soit les DVD, les vinyles, les fringues, le mobilier. On est assez bien desservi, que ça soit en ligne ou dans la vraie vie. Donc je vous incite à procéder de cette façon. Si vous décidez d'acheter en neuf, à aller dans les librairies indépendantes et non pas dans les grosses chaînes ou à commander sur Amazon, parce que c'est ce qui draine totalement l'industrie culturelle. Et pour le peu de ce qui reste encore actif ces instants-ci, je pense que ce n'est que faire preuve de bienséance que de faire marcher cette industrie. Quoi qu'il en soit, il y a des classiques, il y a des essais, il y a des pièces de théâtre, il y a du contemporain un peu. Je vais commencer dès maintenant. Je n'ai pas eu de livre à Noël, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Et néanmoins, j'ai eu de l'argent pour aller m'en acheter. Donc, on va dire que j'en ai un peu profité. Il y a deux bouquins que j'ai pas avec moi. Un parce qu'il n'est pas encore livré, parce qu'il vient du Royaume-Uni. Et l'autre parce que j'ai dû le laisser chez mes parents parce qu'il était trop imposant, trop lourd. Celui qui vient du Royaume-Uni et qui sera sûrement reçu d'ici peu, c'est le journal intime, enfin le journal d'écriture, de réflexion de Joan Didion, qui est une écrivaine, essayiste états-unienne. Le fait d'avoir son journal, c'est aussi voir quelle était sa pensée, comment elle concevait la création. Et ça m'intéresse, bien que j'ai lu aucun de ses livres finalement. Tout le processus de réflexion autour de l'écriture du roman, autour voilà, juste de la création d'une histoire, c'est quelque chose pour lequel je porte un attrait. J'ai envie de lire ça et pourquoi pas après, si ça me plaît, aller plus loin dans ce qu'elle a écrit. C'est assez étrange et chouette parce que certaines fois on peut apprécier l'identité d'un artiste ou d'une artiste et ne pas du tout aimer ses œuvres et inversement. Donc je pense que ça peut être intéressant comme processus de réflexion. Et le deuxième ouvrage, c'est Peau d'homme, que je me suis fait offrir quand j'étais chez mes parents. Bande dessinée, un roman graphique dont on a énormément entendu parler, notamment parce que Hubert l'a écrit, l'a scénarisé, il me semble. Et qu'en plus de ça, Hubert est mort fin d'année 2020, donc ça a eu un essor d'autant plus retentissant. J'ai hâte de m'y plonger quand je retournerai chez mes parents. Alors j'y vais vraiment avec les premiers livres que je trouve. J'avais passé une commande Momox et dedans j'ai reçu Les Bonnes de Jean Genet. Je sais qu'il est au programme de l'agrégation. Je ne passe pas l'agrégation, je ne suis plus étudiante en lettres. Néanmoins, j'avais envie de me replonger dans du théâtre, bien que j'ai encore des pièces dans mes étagères. Je n'ai jamais lu de Genet, il me semble même pas avoir lu des extraits, et je sais qu'il fait partie du théâtre de l'absurde si je ne dis pas de bêtises. J'avoue que Les Bonnes, je ne connais pas du tout cette œuvre, on verra bien. Ensuite, dans la même commande, j'avais réussi à trouver un Dostoïevski qui ne fasse pas 900 pages, et c'est Les Pauvres gens. C'est le premier roman qui a été publié de Dostoïevski, l'un de mes livres préférés du coup. C'est Rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski, qui est une toute petite nouvelle qui fait même pas 40 pages si je dis pas de bêtises. Et en plus, c'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai Les démons, qui s'appellent aussi Les possédés, et j'ai Les frères Karamazov, sauf que ils sont extrêmement imposants et que je n'ai pas nécessairement le temps. Donc j'ai trouvé Les Pauvres gens, et en plus la création de ce livre est aussi liée à l'élaboration, je suppose, de la nouvelle dont je viens de vous parler, parce que dans le résumé,
L'idée lui était venue en se promenant un soir d'hiver dans Pétersbourg comme en un rêve fantastique. C'est alors que m'apparut une histoire dans quelques coins sombres, un cœur de conseiller titulaire, honnête et pur, candide et dévoué à ses chefs, et avec lui une jeune fille offensée et triste, et leur émouvante histoire me déchira le cœur. Il a toujours une plume extrêmement sensible, extrêmement belle, extrêmement visuelle. Une fois de plus, j'ai hâte de me replonger dans la littérature russe. C'est écrit en forme de lettres, j'ai l'impression. J'ai acheté le livre de Alice Pfeiffer, Je ne suis pas parisienne, éloge de toutes les Françaises, que j'avais découvert grâce à Carinette. L'idée de la parisienne en soi, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, c'est quelque chose sur laquelle je me suis construite, pour être très honnête, et que j'ai aussi appris à déconstruire au fur et à mesure du temps, ne serait-ce qu'en habitant à Paris, qu'en partant, qu'en voyant les tenants et les aboutissants, le fait que c'était pas conciliable avec certaines de mes valeurs. Et du coup, je trouvais ce livre assez intéressant parce que il y a un renouveau aussi de l'image de la parisienne qui est là depuis quelques temps. Et j'ai aussi envie de réfléchir à toute cette question. Toujours dans la même commande, j'ai acheté Caterina de James Frey, qui est un contemporain. Donc on est en 1992, c'est un jeune étudiant américain qui décide de venir à Paris pour s'installer et il veut devenir écrivain. Vraiment un cliché comme il faut, j'ai envie de dire. Alors c'est le préquel de 1000 morceaux, du même auteur que je ne connais pas en fait. Ce jeune étudiant va être dans la décadence avec alcool, drogue et sexe vraisemblablement, et quelques années plus tard, je crois une trentaine d'années plus tard, il va revenir sur sa relation avec Caterina. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble la plume, ça a plus l'air d'être un journal. Et après, c'est pas le même vendeur qui me l'a envoyé. Là, je l'ai acheté grâce à le lien Emmaüs. Grâce à l'émission Boomerang de France Culture, j'ai entendu Marie-Hélène Lafont parler de son dernier roman qui ne me donne pas spécialement envie. Mais elle a également parlé d'un des ouvrages qu'elle a écrit il y a quelques années, en 2013, et qui traite surtout de la reconnaissance qu'elle a réussi à se donner au fur et à mesure du temps, mais qui a été très compliqué à s'accorder, sur le fait d'écrire, sur le fait d'être écrivaine, et de dire qu'elle était légitime à le faire, que dans la forme, que dans l'intérêt des histoires qu'elle pouvait retranscrire. Et ce livre, c'est tout ce que ça va questionner, c'est tout ce que ça va jouer en fait dans la création de l'écrivaine en l'occurrence. Donc en plus je n'ai jamais lu l'autrice, ça va me permettre de découvrir sa plume. J'en ai terminé avec les commandes je crois. Je vais du coup passer à plusieurs de mes achats Oxfam. Il faut savoir que j'ai pas tout acheté d'un coup et que c'est au fur et à mesure des semaines. Je pense que tout ça c'est vraiment fin décembre, début janvier. J'avais trouvé Ubu Roi de Jarry parce que j'ai eu l'occasion d'en parler en cours, que je n'ai jamais lu de Jarry, que je sais que c'est de l'absurde. La pièce a l'air relativement courte, c'est une pièce dont j'ai entendu parler maintes et maintes fois. Il fait référence à Shakespeare, je crois qu'il a théorisé Shakespeare en plus. Donc je verrai bien. J'étais très contente parce que j'avais failli l'acheter en grand format il y a quelques semaines et c'était le prix x2. Et j'ai trouvé alors My Absolute Darling de Gabriel Talent, dont on a énormément entendu parler, qui a fait beaucoup polémique fut un temps, notamment à sa sortie, parce que ça va traiter d'inceste. C'est l'histoire d'une petite fille, d'une adolescente qui s'appelle Turtle en Californie, qui vit en autarcie avec son père dans les bois. Et vraisemblablement c'est une relation qui est extrêmement néfaste parce qu'il y a de l'inceste en fait tout simplement, mais aussi très tendre dans ce qu'il y a de
paternité et de filiation. Je suis assez curieuse de ce qui va se passer dans ces pages. Vraisemblablement, c'est un livre qui marque, quel qu'en soit le ressenti à la fin. J'ai trouvé, et ça j'étais vraiment aux anges. Il y a quelques mois, j'ai lu Les Fils de la Médina de Nagui Mahfouz qui m'a fait le découvrir sa plume, qui est extrêmement fluide, extrêmement belle. Je crois que c'est la première fois que je lis un auteur qui n'est pas européen. Et en l'occurrence, à Oxfam, j'ai trouvé pour 5 € La Belle du Caire, dont j'avais beaucoup entendu parler, qui est également de lui. Ça se passe dans les années 30, c'est une fois de plus au Caire, comme le titre le laisse à croire, dans une société qui est très hiérarchique. Ça va être une histoire d'amour entre une jeune fille et un étudiant à l'université du Caire qui vont devoir se marier pour préserver et leur amour et qui vont essayer d'échapper à leurs conditions. La fin du résumé, c'est fascinante peinture de la corruption incarnée par des personnages inoubliables tels que Al-Ikhshidi, L'homme de main du Bey, La Belle du Caire et aussi un roman incisif sur l'amour, le désir et la jalousie. Et pour Oxfam, je termine avec une trouvaille dont je suis très heureuse, qui est un recueil de nouvelles, peut-être le plus connu, de Anaïs Nin. Je crois que vous avez compris que j'avais une espèce d'obsession ces derniers temps pour Anaïs Nin. En tout cas, si vous ne l'avez pas compris, maintenant vous le savez. J'ai lu le roman graphique de Léonie Bischoff, qui m'a fait découvrir cette autrice. Concrètement, j'ai été fascinée par ce qu'elle représentait au niveau de la création. J'ai écouté beaucoup de contenu par rapport à ça, par rapport à elle. Elle est en train de ressortir. Il y a énormément de publications qui sont soit en préparation, soit déjà sorties actuellement autour de cette écrivaine. Notamment parce que c'était l'une des premières à parler de sexualité de façon aussi débridée. Alors avec tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que j'en parlais avec quelqu'un il y a quelques temps qui m'expliquait, parce que je ne l'ai pas encore lu du coup, qu'elle avait des propos sur la pédophilie qui sont clairement, c'est même pas discutable. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas trop en dire. Vraisemblablement il y en a dedans, à ce que la personne m'a dit. En fait j'ai juste envie de dépasser ce que j'ai pu en voir grâce au roman graphique de Léonie Bischoff. Je suis très intriguée et vous allez voir par la suite que ce n'est pas le seul livre en lien avec Anaïs Nin que j'ai acheté. J'enchaîne avec la bouquinerie des Flandres qui est à Lille. Donc là-bas j'étais très heureuse de trouver Le mythe de la virilité de Olivia Gazalet, en poche qui plus est, sur la masculinité, sur comment ça régit nos sociétés. Un essai autour voilà, de la minoration de la femme et de l'oppression de l'homme par l'homme. Toutes les injonctions sociétales qui sont renvoyées au genre. Ça a l'air quand même d'être une bonne bricasse, donc si je dois me plonger dedans, je pense que je vais y aller avec beaucoup de précautions et de parcimonie parce que j'ai pas envie d'avoir trop d'informations d'un coup, mais je n'en ai eu que des bons retours de toutes les personnes qui l'avaient lu. Donc à voir ce que j'en pense au fur et à mesure. Introduction, malaise dans la virilité, le partage de l'espace et la division du travail. Ce sont toujours des questions d'actualité. Deuxième livre que j'ai trouvé à la bouquinerie des Flandres, c'est Le mythe de l'individu de Miguel Benassayag. C'est un philosophe qui va revenir autour des valeurs et de la perte de repères, l'identité dans la société actuelle, dans toute l'évolution, toute la transition qu'il y a, le fait que le monde se modernise, qu'on ne sait plus trop qui on est, la question des points de vue, ne serait-ce que par les titres de chapitres, l'individu, création de la modernité, théorie de la situation, il n'y a pas de situation universelle, Frankenstein, un individu, Sisyphe, une question impossible. Donc vraisemblablement il va recouper des mythes, des auteurs, des théories. Donc le mythe de Sisyphe, Frankenstein, etc. Donc dans les grandes parties, il y a celle que je viens de vous citer. Il y en a 7 au total.
Donc après, déconstruction de l'individu, théorie de la situation, qui va surtout traiter de toutes les positions qu'on peut trouver, donc par rapport à la liberté, à la pensée, à la conscience, au manque, au hasard, à la loi, le temps et l'espace comme dimension de la représentation, et l'évanescence, l'utilité de l'inutile, questionner tout l'individu dans ce qu'il a de pluriel. Ensuite, brièvement, j'ai trouvé l'art du roman de Kundera à la Bourse de Lille. Une fois de plus, ça traite de la théorie de l'écriture. Je crois que vous avez saisi que c'était un sujet que j'avais envie de travailler. Je suis pas fan de Kundera, le seul que j'ai lu de lui m'a vraiment fait cringe, mais je me dis que sur une pensée théorique, ça peut peut-être être autre chose. Je l'espère du moins, et je sais que les gens qui ont lu ce livre-là n'ont pas été déçus. Ça peut amener des clés peut-être, ne serait-ce que dans les écrits qui ont déjà été faits, mais aussi dans ceux à faire. Je termine avec, pour les occasions, 2 petits livres que j'ai trouvés au Café Citoyen parce qu'ils font une AMAP le mardi soir, ou du moins ils le faisaient avant qu'il y ait le couvre-feu. Et le mardi soir, il y avait un bouquiniste, je suppose, qui venait, et c'était livre à prix libre. Et j'avais trouvé Mangez-le si vous voulez de Jean Telet, qui revient sur une véritable affaire qui a eu lieu en France en 1870, le 16 août, où il y a un jeune périgourdin qui sort du domicile de ses parents pour se rendre à la foire, dans le village voisin. Et il va finir par être brûlé et dégusté par la population. Ça va revenir sur ça. J'étais toujours très intriguée parce que c'est une histoire dont on n'entend pas nécessairement parler. Et avant que Jean Telet n'en fasse part, c'était quelque chose qui était totalement tu. Il est très court, mais je pense qu'il est tout de même retentissant et marquant. Et j'avais envie de littérature japonaise, et je n'ai jamais lu Akutagawa, mais j'ai trouvé Rashomon, qui est un recueil de nouvelles et de contes. L'écriture japonaise, c'est soit très sombre, soit très douce, soit un mélange des deux. Ça a l'air quand même d'être assez profond dans ce qu'il y a de torturé. Peut-être que c'est mieux finalement que ce soit qu'un recueil de nouvelles, mais je vais pouvoir découvrir une nouvelle plume japonaise en tout cas, donc à voir. Je vous en ferai part quand je l'aurai lu. Les seuls livres que j'ai achetés en librairie, je m'y rendais uniquement pour ça. Le 21 janvier est publié L'intemporalité perdue et autres nouvelles de Anaïs Nin. Et j'ai eu l'occasion pour un devoir que j'ai dû faire pour une actualité culturelle de traiter de la bande dessinée de Léonie Bischoff, et j'ai écouté des podcasts et plusieurs contenus à ce sujet, notamment une émission de France Culture où elle était interviewée, mais il y avait également Agnès de Sarthe qui a traduit ce livre, donc L'intemporalité perdue, qui est une fois de plus un recueil de nouvelles de Anaïs Nin, écrit entre 29 et 31, donc c'est, il me semble, avant même qu'elle ne soit publiée, et là encore elle va réfléchir tout ce qui est le projet du fait d'être autrice, et de l'amour, du temps, de tous ces questionnements. Pour avoir lu des extraits en fait d'Anaïs Nin, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Elle a l'air d'avoir une plume extrêmement sensible et sombre à la fois. Il y a toujours cette idée de dualité dans son écriture, dans sa personnalité, dans ce qu'elle prônait. Vu que j'étais en librairie et que j'avais quand même envie de m'acheter d'autres livres, j'ai décidé d'acheter 2 livres de la collection Folio 2€, notamment Journée de lecture de Proust, que je voyais plusieurs fois en librairie sans jamais me prendre à l'acheter. Et pour le coup, je me suis dit qu'il était temps parce qu'il m'est arrivé un petit peu dans les mains comme ça. C'est un texte qui est antérieur à l'écriture de la recherche, qui est censé être la préface d'un livre de Ruskin. Et Proust va revenir sur son expérience de lecture et évidemment du temps qui passe, parce que vraisemblablement c'est la question principale de sa vie. Pour finir, et je suis très contente d'avoir trouvé un ouvrage de cet auteur
parce que je le vois très peu, que ça soit en bouquinerie, que ça soit même quand je vais en librairie ou en magasin d'occasion, etc. Mis à part L'être un jeune poète que j'ai déjà lu et qui fait partie de mes livres préférés. C'est donc Notes sur la mélodie des choses de Rainer Maria Rilke, qui est allemand, autrichien en fait. Il me semble que c'est un recueil de poèmes, de nouvelles, qui va traiter des arts, de la beauté, de l'humanité et des détails, des éléments de la vie. Hein. Note sur la mélodie des choses, je pense que c'est tout simplement ça. Quand on regarde juste les titres, c'est sur l'art impressionniste et du paysage, en plus de notes sur la mélodie des choses. Donc je suppose qu'il va revenir sur tous ces éléments pour voir comment saisir le sublime à l'intérieur du quotidien, ce qui me plaît toujours. J'en ai terminé. Là, je compte aller à la bourse incessamment sous peu. Donc il se peut que à l'heure où j'ai terminé de monter cette vidéo finalement, ça ne soit plus d'actualité et lié de nouveaux livres. Encore une fois, je suis pas dans un objectif d'accumulation de livres, de consommation, mais on fait un peu avec ce qu'on a et ce qui nous plaît. J'aime pas que la littérature, mais c'est vrai que ça fait partie de ma vie de façon assez intrinsèque. Donc voilà, j'ai toujours envie de découvrir de nouveaux parcours grâce à la lecture. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. On peut se retrouver entre-temps sur Instagram, sur Twitter et tout le reste de mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos comme d'habitude. Voilà. Ciao.